bonjour et bienvenue sur notre podcast 2 minutes pour parler de saison 3, dédié aujourd'hui au management. Je suis Sébastien Gentil pour Humanissu Consulting. Aujourd'hui, nous allons parler management, donc manager ou leader, faut-il choisir ? Vous êtes peut-être manager depuis quelques années, vous gérez une équipe, vous suivez des indicateurs, vous organisez des réunions, et pourtant il vous arrive de douter. Parce que autour de vous, le discours a changé. On ne parle plus seulement de management, on parle de leadership, et ça, tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit. Les livres, les articles, les conférences, LinkedIn, tous semblent dire la même chose. Pour être performant, il faut devenir un leader, pas juste un manager. Et là, une question surgit. Est-ce que cela veut dire que gérer son équipe ne suffit plus ? Faut-il choisir entre être un manager ou devenir un leader ? Ou est-ce qu'au fond, on parle de deux facettes d'une même réalité ? Depuis des années, les entreprises vivent une transformation profonde. L'arrivée de nouvelles générations sur le marché du travail, le télétravail, l'IA qui s'invite dans les décisions, les attentes des collaborateurs qui changent. Dans ce contexte, les managers se retrouvent souvent pris entre deux feux. D'un côté, ils doivent atteindre des objectifs clairs, souvent chiffrés, imposés par la direction, et de l'autre, ils doivent créer de la cohésion, donner du sens, engager les équipes. Et c'est là que le terme de leader s'impose presque comme une injonction. On ne peut plus se contenter de diriger, il faut désormais inspirer. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement être un leader ? Au-delà de l'étymologie, to lead, mener à, on pourrait penser en fait qu'il s'agit simplement d'être charismatique, de motiver les foules, de galvaniser ses troupes. Mais les neurosciences nous montrent que le leadership, ce n'est pas d'abord une question de personnalité, c'est une question de relation. Les recherches récentes menées par l'université de Harvard ont montré que les équipes les plus performantes ne sont pas celles où le manager est le plus brillant, mais celles où il sait créer de la confiance, susciter de l'adhésion et donner de la visibilité sur le sens du travail. Le problème, c'est que dans la réalité, les managers ne sont pas formés à ça, ou peu. La plupart ont été promus de manière empirique, soit parce qu'ils étaient bons techniquement, soit parce qu'ils savaient fédérer, ou que sais-je. Résultat, on a encore beaucoup de managers qui appliquent des méthodes qui sont ancestrales. Non, je déconne, déjà des années 90 devrait être pas mal. Et cependant, notre monde a complètement changé. Et parfois, ça coince. Les collaborateurs, aujourd'hui, veulent plus d'autonomie, plus d'écoute, plus de reconnaissance. Ils ne veulent plus obéir, ils veulent participer. Et c'est là que la frontière entre management et leadership devient floue. Si vous êtes dans cette situation, vous n'êtes pas seul. Selon une étude de l'Institut Gallup publiée en 2024, 62% des managers en France déclarent se sentir dépassés par l'évolution des attentes de leurs équipes. Plus encore, près d'1 sur 2 affirme manquer d'outils pour accompagner la motivation et la cohésion de son équipe. Et pourtant, les organisations leur demandent d'être à la fois stratège, coach, facilitateur, bref, le mouton à 5 pattes. Parfois même psychologue d'ailleurs. Un rôle a priori impossible, peut-être, mais pas si on comprend les vraies différences entre manager et leader. Avec vous, je vais explorer cette frontière. On va parler de ce qui distingue réellement les deux approches, mais surtout de la manière dont elles peuvent coexister. Parce qu'il ne s'agit pas de choisir entre l'un ou l'autre, il s'agit d'apprendre à être les deux au bon moment. On verra pourquoi certaines qualités qu'on associe au leadership, l'inspiration, la vision, l'écoute active, deviennent indispensables. Mais on verra aussi pourquoi le management dit classique, celui qui structure, cadre, organise, planifie, reste essentiel. Au fond, la vraie question n'est pas faut-il manager ou faire du leadership, mais comment plutôt trouver le bon équilibre pour engager son équipe, atteindre ses objectifs et rester aligné avec ses valeurs. Et c'est précisément ce que l'on va voir ensemble.
Alors, on sait qu'une histoire devient forte quand elle repose sur des faits qui frappent, des chiffres qui percutent. Alors, imaginez ceci. En 2024, l'engagement des employés à l'échelle mondiale a chuté, passant de 23% à 21%. Résultat, une perte de productivité colossale estimée à 438 milliards de dollars dans l'économie mondiale. Ce chiffre, stupéfiant s'il en est, révèle à quel point l'enjeu est vital, à savoir mobiliser ses équipes. C'est plus qu'une belle intention, c'est une nécessité économique. Et derrière ce constat général, un groupe souffre particulièrement, les managers eux-mêmes. Leur engagement est passé de 30 à 27%. Une baisse qui peut sembler petite, mais chaque pourcent se répercute directement sur la performance de leur équipe. Autrement dit, un manager moins engagé, c'est toute une équipe en danger. Le reporter de Business Insight le résume bien, les nouveaux défis comme le télétravail, l'instabilité économique, les chaînes d'approvisionnement instables, l'arrivée de l'IA, tout ça pèse lourd sur les épaules des managers. Et les former, les soutenir, les accompagner, c'est aujourd'hui une urgence. Ce qui est encore plus frappant, c'est que seulement 44% des managers ont reçu une formation formelle en leadership ou management. Plus d'1 sur 2 navigue à vue sans boussole, souvent téléporté dans le rôle parce qu'il était bon, comme je le disais précédemment, ou parce qu'il savait fédérer, mais pas nécessairement les deux en même temps. Bref, cette absence de préparation a des conséquences directes. Les managers se sentent dépassés, stressés, parfois même invisibles. C'est grave quand même. Donc déconnectés de leur propre travail et finalement incapables d'insuffler de l'élan à leurs équipes. Bref, les chiffres que je vous ai communiqués s'inscrivent dans une réalité encore plus large. Les environnements de travail changent, les attentes évoluent, la pression est constante. Managers et leaders y sont confrontés quotidiennement. Pour autant, ces statistiques offrent aussi un point d'appui. Elles montrent là où il faut agir. Donc, ce que cela implique est simple, c'est que le rôle de manager doit être repensé. Il ne s'agit pas juste d'évaluer, de planifier, mais d'inspirer, de coacher et de créer du sens. Raison pour laquelle, nous allons voir quelques pistes issues notamment des neurosciences, car comprendre comment notre cerveau réagit à la reconnaissance, à la confiance, à la communication, c'est pouvoir construire un management plus humain et plus agile. Ainsi, ces données ne sont pas là pour vous décourager, bien au contraire, elles montrent l'urgence et la voie. Alors, avant de parler conseils, je vais vous parler de tendances et de cas concrets. Les grandes tendances du leadership en 2025, on en entend parler partout, ce n'est plus simplement manager, donc c'est inspirer, adapter, humaniser. Les leaders d'aujourd'hui sont appelés à être sensibles, inclusifs, profonds et capables de naviguer dans l'incertitude. Une compétence aujourd'hui devenue essentielle. Donc loin des hiérarchies finalement verticales, ces managers cultivent la connexion humaine et accordent une grande place à l'empathie dans un monde accéléré notamment par l'IA. Parallèlement, selon Deloitte et d'autres observatoires, la tension se trouve entre stabilité et agilité, contrôle et autonomie. En pleine mutation technologique, les organisations doivent conjuguer maîtrise de l'existant et exploration de nouvelles manières de faire. Et malheureusement, les managers sont en première ligne pour équilibrer ces tensions. Prenons un cas concret, celui des jeunes générations qui s'éloignent du modèle ascension hiérarchique. Voilà, on parle de conscious unbossing, une démarche délibérée pour éviter des rôles trop contraignants, préserver un équilibre vie pro, vie perso et donner du sens à leur travail. Que fait alors un bon manager ou leader dans ce contexte ? Il ou elle ne force pas les cadres traditionnels, mais offre autonomie, clarté et sens dans chaque mission. En France comme ailleurs, d'ailleurs, cela implique des modèles plus souples, plus transparents et centrés sur l'engagement réel plutôt que sur le titre. Je vais vous parler de quelques réalisations concrètes. Une entreprise basée à Paris a repensé ses entretiens annuels en entretiens de cheminement et de sens. Chaque collaborateur fait le point sur son projet, ses envies de monter en compétences, son équilibre personnel et co-construit des indicateurs plus vertueux. Résultat, dans cette entreprise, un taux d'adhésion interne à la démarche de 85% contre 40%
lors des évaluations classiques. Alors je ne vends pas le monde des bisounours non plus, attention. Un groupe retail urbain à Lyon où le management a appliqué les principes de neuroleadership, notamment l'importance de créer de la confiance, de jouer sur la reconnaissance comme levier de plaisir et de performance. Les managers formés au neuroleadership ont pu observer une amélioration notable, à savoir une baisse de 30% du turnover sur une année et une hausse de la satisfaction collaborateur de 15%. Ce type d'approche trouve ses fondements dans les sciences du neuroleadership, qui donc insiste sur la gestion des émotions et le bien-être pour nourrir l'engagement. Autre exemple, une PME retail digital que je connais bien a misé sur ce qu'on appelle le leadership ambidextre. C'est le fait d'allier innovation et efficacité, d'alterner finalement entre exploration de nouvelles idées et exploration de processus éprouvés. Résultat, de nouveaux services lancés en test rapide, tout en maintenant une performance opérationnelle très solide. Alors pour moi, ces exemples font sens parce que ce que montrent ces tendances, c'est que le rôle du manager de demain n'est plus limité à planifier ou contrôler. To manage, gérer. Donc, il doit être aujourd'hui visionnaire et humain, savoir naviguer entre deux pôles, la structure et le sens, et le faire en s'appuyant sur des outils concrets comme les neurosciences, l'IA ou les approches dites ambidextres. À ce stade, on a compris une chose. La question donc n'est pas de choisir entre manager ou leader, mais de savoir comment naviguer entre les deux. C'est là que les neurosciences nous donnent des clés puissantes pour transformer notre manière de piloter une équipe. Parce que, soyons clairs, manager sans comprendre le fonctionnement du cerveau humain, pour moi en tout cas, c'est un peu comme essayer de piloter un avion sans tableau de bord. La première idée, en fait, le premier conseil, finalement, c'est de travailler sur la sécurité psychologique. Ce concept a été développé par Amy Edmondson à Harvard, qui nous dit que les équipes les plus performantes ne sont pas celles où tout le monde est d'accord, mais celles où chacun ose parler, proposer, contester, sans craindre de se faire juger. C'est d'ailleurs le principe du design thinking pour ceux qui connaissent. Bref. Quand un manager instaure cet espace de liberté, l'activité du cortex préfrontal, la zone de réflexion, et de la créativité et de la prise de décision, finalement, augmente. A l'inverse, si les collaborateurs se sentent sous pression constante, c'est le système limbique qui prend le relais, déclenchant en fait le stress, repli et baisse de performance. Autrement dit, inspirer passe par la confiance, pas par la peur. Deuxième levier, donner du sens. J'en parle souvent dans mes formations management, mais voilà, les études tentent à prouver que ça a justement du sens, de donner du sens. Une étude menée par Deloitte en 2024 révèle que 72% des collaborateurs qui comprennent clairement la vision de leur entreprise sont 2 fois plus engagés que les autres. Et ça, encore une fois, c'est une clé majeure du leadership. Relier les actions quotidiennes à un objectif plus large. Ce n'est pas juste dire « fais ça », c'est expliquer « voilà pourquoi on le fait, voilà à quoi ça contribue, voilà à quoi tu contribues ». Notre cerveau adore donner du sens. Quand il perçoit une cohérence, il libère plus de dopamine, cette molécule donc liée à la motivation. Troisième piste, à explorer sans frein. Jouer sur la reconnaissance. Le mythe du manager qui se contente de dire merci une fois par an lors de l'entretien d'évaluation, ça c'est révolu. Les neurosciences le confirment. La reconnaissance régulière active le striatum ventral, une zone directement associée au plaisir et à la motivation. Une étude de Gallup de 2024 montre que les collaborateurs qui reçoivent des feedbacks positifs fréquents ont 3 fois plus de chances d'être engagés. Reconnaître le travail accompli, ce n'est pas flatter, c'est nourrir le besoin fondamental d'estime qui anime chaque membre de l'équipe. Quatrième conseil, il s'agit d'alterner structure et liberté. Un bon manager sait organiser et planifier. C'est une base. Mais un bon leader sait lâcher prise quand c'est nécessaire. On parle ici de ce qu'on appelle en neurosciences la théorie de la balance cognitive. Notre cerveau aime les repères stables. Mais il a besoin également de nouveautés pour rester stimulé. Si vous imposez trop de rigidité, l'équipe s'éteint.
Si vous laissez trop de liberté, elle se perd. Là, c'est de trouver le bon équilibre, donner un cadre clair, mais laisser de l'autonomie dans ce cadre et laisser de l'autonomie sur la façon d'y arriver. Enfin, autre piste. Vous avez sûrement entendu parler de la posture de coach. Un manager classique donne des instructions. On en a parlé. Un leader, lui, pose des questions. Qu'est-ce qui te bloque ? Quelle solution vois-tu ? Comment pourrais-tu faire autrement ? Si vous entendez bien, ce sont des questions ouvertes et surtout, ce sont des questions qui poussent au développement d'idées. Je ne fournis pas la réponse. J'amène une réflexion, donc j'amène également de la responsabilisation. Cette posture, en fait, engage le collaborateur dans un processus actif de résolution, ce qui active son hippocampe, la zone clé de la mémoire et de l'apprentissage. Le collaborateur donc n'est plus spectateur, il devient acteur, responsabilisé, et c'est précisément ce qui nourrit l'engagement. Concrètement, ça ne demande pas de tout réinventer, ça demande surtout de changer de lunettes. Dans votre quotidien, ça peut passer par des micro-actions, prendre 10 minutes chaque semaine pour écouter son équipe sans agenda caché, demander un feedback sur votre style de management, oser dire aussi « je ne sais pas » quand c'est le cas. Voilà, comment m'as-tu trouvé cette semaine ? Enfin, quel manager ai-je été cette semaine ? Ça veut dire aussi faire preuve d'humilité, soyons clairs. Partager également les réussites collectives, célébrer les progrès les plus intéressants, ou en tout cas célébrer les progrès plus que les résultats en fait. Ce sont ces petits ajustements qui construisent petit à petit un climat où les collaborateurs ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Manager ou leader, au fond, c'est pas une opposition, c'est plutôt une valse, c'est une danse. Une alternance subtile entre diriger et inspirer, entre planifier et écouter, entre aussi donner un cap et laisser la place à la créativité. Et cette danse, quand elle est bien menée, a un impact direct. Plus d'engagement, plus d'innovation, moins de turnover. C'est ça, au fond, le secret des managers qui réussissent. Ils ne cherchent pas à choisir entre être un bon gestionnaire et un bon leader. Ils apprennent à être les deux. Alors, faut-il choisir entre être manager ou leader ? Pour moi, la réponse est claire, bien évidemment, non. Le secret, c'est ce juste équilibre. Les organisations d'aujourd'hui n'ont pas besoin de figures autoritaires ni de gourous charismatiques. Elles ont besoin de femmes et d'hommes capables de piloter avec méthode, tout en inspirant avec humanité. Des managers leaders, quoi. C'est une excellente nouvelle parce que ce rôle, vous pouvez sûrement l'endosser. Pas en changeant tout du jour au lendemain, mais en commençant par des petits pas, step by step. Oh baby. Pardon, ça c'est mon petit karaoké intérieur. Bref, il faut écouter davantage, partager une vision claire, donner du sens, reconnaître les efforts. Et ces micro-actions ont un impact fort, bien plus fort qu'on ne l'imagine. Alors choisissez dès aujourd'hui un seul geste de leader à tester dans votre équipe. Ça peut être poser une question différente, d'une manière différente, reconnaître une contribution, expliquer un objectif, observez la réaction et vous serez surpris de voir à quel point un petit changement peut déclencher une dynamique nouvelle. Alors, si vous voulez aller plus loin sur le management, je vous invite à découvrir nos prochains épisodes dédiés au management, puisque nous avons des épisodes dédiés à la formation, aux neurosciences et au retail. Donc notre prochain épisode parlera des erreurs les plus courantes en management d'équipe et comment y remédier bien évidemment. Donc je ne spoil rien, mais bon, vous verrez que certaines erreurs sont bien plus fréquentes qu'on ne l'imagine. Bref, je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau volet de notre podcast 2 minutes pour parler de saison 3 et je vous dis à très vite pour notre nouvel épisode. Ciao ciao.